J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Hip-hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do. Hip-hop is something you live. Something you live. Something you live. Something you live. Something you rap is something you do. Hip-hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do. Hip-hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Je vous prie d'accueillir Monsieur Gilda Renaud. Bonjour à tous. Vous êtes assez nombreux, c'est super ça pour du design en plus. Ça aurait pu être un one-man show presque, mais non. On va pouvoir commencer du coup. Est-ce que vous pouvez basculer sur le visu de mon ordi? Super, merci. Donc là, ce matin, vous avez vu différentes parties au niveau du design. Là, par exemple, vous avez vu tout ce qui est partie typographie. Vous avez entendu parler de print. Par exemple, là, on voit un kakémono du print. Et maintenant, on va parler design, mais plutôt digital. Donc, tout ce qui est lié au web et aux interfaces. Donc, de mon côté, donc Gilda Renaud, je travaille chez Digimob. C'est un studio qui est basé en Finistère Sud, Quimper. Et donc, moi, je m'occupe de cette partie design de manière générale. Nous, on a un petit studio, on est 3 personnes. Donc, je travaille avec deux développeurs, en fait. Donc, il y aura pas mal d'anglicismes, désolé, dans ces métiers-là. Tout ce qui est numérique, souvent, c'est un petit peu encore un peu trop d'anglicisme. On fera avec pour l'instant, mais ça va évoluer, je pense. Donc, sur mon métier, j'ai environ 70% de mon travail qui est lié sur l'UI et l'UX design. Je vais vous expliquer après vraiment à quoi ça consiste. 20% le product design et 10% du graphisme. Sachant que je viens du graphisme à la base. Ce qu'on a vu avec Karine, la partie typo ce matin, je maîtrise moins la typo, moi, mais je maîtrise le graphisme type print, etc. Depuis longtemps. J'ai travaillé en agence de com, etc. Je vais vous montrer. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de la première partie. Donc, je suis passé par le Paraclet avant, comme ça a été cité, et du coup, ça fait déjà au moins plus de 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est juste, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants, ça peut les intéresser, voir les parcours de travail, en fait. Au début, dans ce qui est digital numérique, il y a beaucoup de boîtes qui sont malheureusement plus vers Paris, etc. Mais après, souvent, on revient vers ici, parce que c'est plus sympa, le Finistère. Donc, j'ai commencé dans 2-3 boîtes sur Paris, Nantes. Après aussi, je suis allé à l'étranger, au Canada. Et donc après, en revenant par ici, je me suis mis à mon compte. Et là, on a ouvert Digimob depuis qu'il y a 8-9 ans maintenant, avec les 2 associés que j'ai rencontrés, qui sont des copains maintenant. Et donc sur la partie gauche, là, je vais vous détailler maintenant dans le métier UI, UX, ce que je fais, et la partie UI, UX, ouais, c'est ça. Et les différents clients avec qui je travaille depuis longtemps, je vous en parlerai, parce que vous verrez des slides. J'ai eu la chance du coup de travailler avec des clients plutôt sympathiques. Donc on va commencer, je vais vous montrer juste quelques exemples en fait, de travaux pour que vous d'abord voyez bien ce que je réalise au quotidien en fait. Et après je vais vous montrer comment je le fais. Donc en fait là c'est des exemples d'applications métiers. Donc applications métiers, c'est des applications que le grand public n'a pas forcément accès. C'est des applications qu'on retrouve en entreprise. Au quotidien, on peut en croiser, par exemple, si vous allez à la caisse de Leroy Merlin acheter quelque chose, le caissier ou la caissière, elle a son outil pour rentrer les prix, etc. En fait, c'est des outils métiers, on appelle ça. Et ça, il en existe des milliers, on va dire. Si je prends l'exemple je sais qu'à l'hôpital d'Angers, par exemple,
Ils ont environ 5500 salariés, enfin employés, et ils ont environ 500 applications métiers pour un hôpital. Donc imaginez après tous les métiers un peu spécifiques, ces besoins-là en fait derrière, des besoins métiers. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'école parce que c'est un peu plus méconnu, mais c'est des choses qui vont être utilisées, même pour vous, une application bancaire par exemple, quand vous utilisez votre application, je ne sais pas, Crédit Agricole, CMB, Arkea, etc. Et bien, en fait, vous allez sur une application qui est vraiment dédiée métier derrière, c'est qu'il y a une partie grand public, qui est la vôtre, et après il y a une partie métier en fait. Ça bascule, pardon. Et là, c'est des exemples d'une application en fait, pour les gens qui sont plutôt commerciaux dans l'entreprise. Et s'ils arrivaient à faire des économies, avec l'argent économisé, ils pouvaient reverser l'argent économisé à une association, du type Resto du Cœur, par exemple. Et du coup, moi, je travaille sur tout la conceptualisation de l'outil et la partie design derrière, la partie graphique. Ça, je vais en parler après derrière. Des exemples pour les entreprises aussi métiers, comme Vinci, là c'est Vinci Énergie. Ils ont des outils aussi en interne pour gérer du contenu, etc. Là, c'est pour gérer les employés. En fait, ils gèrent des espaces collaboratifs comme des Facebook, mais des Facebook privés au sein de l'entreprise. Et ils en gèrent des milliers, en fait. Et ça, après, il faut pouvoir leur dire quels espaces ils ont, comment ils les gèrent, s'il faut les supprimer, etc. C'est des consoles d'administration. C'est pas forcément au début ce qu'il y a de plus sexy niveau design, mais en fait, c'est super intéressant d'un point de vue conception, en fait. Et moi, c'est un point que j'aimerais vous faire découvrir aussi. Là, ici, on retrouve le cas... ça, c'est plus du local, c'est à Brest. C'est une application bancaire qui s'appelle Compte CO2. Ils adossent votre compte bancaire à de l'argent bas carbone, on va dire, entre guillemets, et du coup, pour l'environnement. Et là, c'est une refonte, un exemple de refonte, où là, il y a une application qui est grand public, comme on voit à droite, l'application mobile, et le site aussi est grand public, hein, tout simplement. Là, l'exemple de la CFDT. Là, typiquement, c'est des cas en fait, où on partait du papier, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait de la création papier derrière, il y avait une brochure qui était distribuée pour les saisonniers l'été, qui ne connaissent pas tous leurs droits, comme si vous êtes jeune, des fois vous faites des saisons d'été, etc., dans les champs, ramasser des choses, etc. Et vous ne connaissez pas forcément vos droits. Donc il y avait une plaquette papier distribuée, mais ils n'arrivaient pas à atteindre tout le monde avec ça. Et du coup, ils ont fait une application mobile derrière, sur laquelle on a ajouté des options, des fonctions, notamment pour noter ces temps, ces heures supplémentaires, en fait. Comme ça, à la fin du mois, on avait bien toutes ces heures supplémentaires notées. Voilà, donc, et ça leur permettait de limiter aussi la diffusion papier. Donc ils gardaient le papier, mais ils faisaient moins de brochures, ils publiaient moins aussi, quoi. Donc là, on voit des exemples d'écran. Là, on a du local aussi, hein, travailler avec une agence du coin, je crois qu'il parle là, Sylvain. Une agence pour la ID Code. On pourra apprendre son code en ligne. Donc là, c'est une refonte aussi, hein, tout simplement, d'un outil. Ouais, il parle là. Ça va, Sylvain? C'est l'agence Pixel à qui on a travaillé. Voilà. Donc il y a une partie de mon travail en fait que je fais côté Digimob. Donc ça, c'est, on va dire, 70% de mon travail. Et il y a une partie 30% que je me suis gardé encore en freelance pur, en fait, où je travaille avec qui j'ai envie, quoi. Ou qui m'appelle. Et voilà un des exemples un peu de charte. Donc là, c'est une cible assez jeune, donc on a plus punchy comme couleur, etc. Et encore du local, justement, j'en ai profité, j'ai mis du local. Là, c'était Armor Luxe, ils sont basés à Quimper. Ils ont une marque qui s'appelle Bermude. Et il y a quelques années, en fait, j'avais refondu le design de ce site, tout simplement. Ouais, aussi, c'était aussi avec eux, je ne sais plus. Et du coup, on avait là-dessus, il y avait le besoin de se différencier aussi l'aspect Armor Luxe, le client Armor Luxe et le client Bermude. La partie Bermude était plus liée en fait à la voile, au maritime en fait. Donc avec des choix de visuels un peu différents, notamment on le voit avec la boussole, la personne avec les habits plus marins, etc. Et le rendu on voit un petit peu le rendu derrière de la page d'accueil. Donc là, c'est du e-commerce, c'est du B2C, du coup, donc du professionnel vers le client.
Donc ça, c'est vraiment ce que je fais encore, mais un peu moins, on va dire, le côté B2B, enfin site web classique ou e-commerce. Et ce que je fais encore un tout petit peu aussi, c'est la partie graphisme pur, où là, c'était sur du textile. C'est aussi un magasin local, j'ai mis beaucoup de choses locales, hein. On parle de la Cornouaille aujourd'hui. Magasin Cycleworks qui est basé à la gare à Quimper. Ils font du VTT. Et donc là, travailler de textile, je les ai suivis pendant au moins 10 ans sur leur équipe. Ils ont une équipe pro qui fait du VTT de descente. Et il y avait eu donc les maillots, il y avait aussi les bus, comme on voit les bus avec le covering complet. Le covering, c'est l'habillage du bus. Donc c'était des trucs super sympas et beaucoup plus de technique en fait aussi comme approche. Et avec une petite base humoristique aussi, on se permettait, sur les manches, on avait écrit « Je ne tombe pas », ici « J'apprends », parce qu'il y a beaucoup de chutes en VTT. Et c'était assez sympathique comme esprit. Et ça, c'est une agence aussi locale, hein, Quimper. J'aurais travaillé avec eux sur leur logo, les Octélib, agence de dev. Hop. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce que je faisais. Hop, je regarde le temps. Pour que vous ayez une idée à peu près de mon champ de travail dans le design. Donc on est vraiment différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, par rapport à des gens qui sont plus artistes plasticiens, on va dire. Moi, je suis vraiment sur l'art appliqué. Donc cette partie artistique, je peux un peu moins la pousser qu'un plasticien, parce que derrière, j'ai une commande qui est liée à un business, souvent derrière. Hein. J'ai des clients qui ont soit des services à montrer ou à vendre, ou des produits. C'est un petit peu différent. Et donc, pour ça, on a une méthodologie de travail donc, qui est un peu en deux phases, qui commence par ce qu'on appelle l'UX design. On va commencer par là. Et ensuite, il y a l'UI design. Et puis, je vous montrerai des cas concrets aussi au fur et à mesure. Donc, l'UX design, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est User Experience. Donc, c'est un faux acronyme parce que il y a le U de user, mais expérience, ils ont pris le X, vous pouvez prendre le E. Mais voilà. Donc, c'est des méthodes qui sont liées vraiment, qui viennent des États-Unis principalement, qui sont de plus en plus adoptées en entreprise, surtout en start-up au début en France. Maintenant, ça devient assez commun au niveau numérique. Dans beaucoup de boîtes, c'est vraiment, vraiment appliqué. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'UX design, en fait, c'est vraiment se baser sur l'utilisateur, être sûr de le comprendre et de comprendre l'expérience qu'il va vivre, en fait. C'est-à-dire que quand vous utilisez une application mobile, vous la sortez de votre téléphone. Déjà, au début, souvent, il faut la télécharger, il faut la trouver, la télécharger, l'utiliser. Tout ça, c'est une expérience qui est plus ou moins bonne, en fait, ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, vous n'utilisez pas l'application, ou vous n'arrivez pas à l'utiliser. Et du coup, ça ne sert à rien d'avoir produit cette application. Donc le but, c'est bien d'identifier les personnes qui vont l'utiliser, la manière dont elles vont l'utiliser, pour qu'elles aient une expérience la plus agréable possible, tout simplement. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un Starbucks, donc Starbucks Coffee qu'on trouve un peu partout. Et du coup, là, on voit l'exemple en fait avec l'ambiance qui est spécifique, la musique, le design intérieur, l'archi intérieur. Et ce petit plus qu'ils ont, où on vous sert un café avec votre petit nom dessus et on vous appelle oui, Gilda, tiens, c'est pour toi, ton café est prêt, quoi. Voilà, tout ça, ça crée une expérience qui est vraiment unique au Starbucks. Là. Voilà, c'est tout simplement un exemple. Et ça, on peut l'appliquer aussi à différents types de design, et notamment au design digital. Et on va être sûr que derrière, l'expérience de A à Z, elle fonctionne bien en fait pour l'utilisateur. Qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des points de friction, des points où ça bloque en fait. On a tous eu ça, hein, comme des bugs. Des fois, c'est juste des bugs sur cette appli, mais des fois, c'est des sentiments où on se dit elle ne marche pas bien cette appli, ou on la sent mal, quoi. Donc, s'il y a sur les 45 minutes qu'on a ensemble, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est cette image-là. Elle est assez connue souvent dans le monde de l'UX design. C'est donc la différence entre ce qu'on va tracer. Imaginez en tant que designer, donc c'est la partie droite où c'est écrit design, et la partie gauche, c'est la façon dont ça va être utilisé. Et on va bien voir que des fois, en fait, ça ne va pas du tout se passer comme on l'aurait voulu, ou comme l'équipe qui a fait le design et le projet derrière l'aurait voulu. Et ça va se casser la figure. Et donc, en tant que designer, vous êtes responsable de ça aussi, quoi, de l'échec ou
ou du succès. Là, on le voit sur le cas d'architecture, d'urbanisme, on va dire, designer un parc. L'utilisateur, il veut aller au plus simple, au plus rapide, etc. Et on va le voir après, il y a des raisons pratiques à ça, des raisons aussi cognitives, etc., des raisons de la façon dont notre cerveau est fait, tout simplement. On ne veut pas trop réfléchir, aller au plus simple, au plus vite. Donc ça, c'est vraiment l'image qui montre bien la chose quand j'ai des clients qui ont du mal à comprendre, etc. La partie UX, je leur montre bien ça. Leur dire, nous, le risque, c'est de faire le chemin de droite, qui va nous coûter, en plus, quand on parle des clients, que c'est pécunier, on leur dire, ça va nous coûter X 1000 €. Et donc, il faut mieux bien réfléchir, que ça ne coûte que quelques jours de travail de réfléchir, mais de faire bien l'application, le bon passage. Et ça, c'est vraiment toute la différence, quoi. Et pour ça, du coup, pour tout ce qui est UX design, on applique une méthodologie que les designers, surtout je pense les designers d'objets aussi, je ne suis pas un spécialiste, mais doivent un peu avoir en tête, c'est tout ce qui est design thinking. Donc design thinking, en fait, ça va mélanger plusieurs étapes avec un process de travail. Et donc, au cœur du process, il y a le produit. Le produit, ça peut être un produit physique, ça peut être un objet, mais ça peut être aussi un produit digital, des applications qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a le fait que le produit soit adapté à l'humain, ce qu'on voit en haut, qu'il soit désirable, que d'un point de vue business, que souvent, c'est des produits derrière sur lesquels il y a un business qui est derrière. Donc, au niveau entreprise, que ce soit viable, en fait. Et derrière, il y a aussi l'aspect technique, l'aspect faisabilité. Donc là, c'est pour le digital, ça va être les développeurs. Donc on a beaucoup de travail avec les développeurs, être sûr que ça va être fonctionnel. Et tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de product design. Quand on est product designer, c'est qu'on essaye de plus faire attention aussi à la partie, on va dire, business et viabilité globale du projet. On a une couche de management en plus au-dessus, en fait. Ça vient souvent avec l'expérience, à force de faire plein de projets, on commence à bien maîtriser ça. Alors, sur le design thinking, il y a 3 principes fondamentaux. Donc, c'est être centré utilisateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se réfère à l'utilisateur. Être sûr de se mettre à sa place et se dire, un tel, comment il va utiliser l'application? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un design qui va être mauvais pour lui? Il ne va rien y comprendre. Être collaboratif, et ça change pas mal parce que les entreprises ou même dans le monde du design n'est pas toujours habitué à travailler en groupe. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus efficace. Et être itératif, et ça, itératif, c'est le fait de refaire des boucles de travail. On fait une première boucle et on voit qu'elle est mauvaise et on recommence. Quand on est étudiant, je pense à vous, parce qu'on passe des heures à faire un design, un graphisme, une planche, etc., un dessin, et puis on voit que ça ne va pas, le prof il nous engueule, et puis il déchire tout, et là c'est le drame. Mais en fait, après, quand vous serez en entreprise, en fait, on recommence tout le temps, ces designs, etc., tout le temps. Même quand on a fini un projet, en fait, au bout de quelques années, son client il va nous revoir pour évoluer, ou alors il nous dit que finalement il a changé d'idée, et voilà. Donc cette partie itérative, il faut mettre un petit peu son ego de côté et il faut être à l'écoute de l'équipe en fait, et du besoin, et surtout l'utilisateur. Donc c'est bien ce qui est écrit là, en fait, c'est se tromper tôt pour réussir plus vite, tout simplement. Plus on se trompe tôt, plus on réussit plus vite, et moins ça coûte cher aussi. Et tout simplement. Donc là, on voit les grandes étapes. Je vais en parler un peu plus après là. Mais en gros, entrer en empathie, c'est vraiment ce que je disais, se mettre à la place de l'utilisateur. Définir le problème, bien être sûr du problème que votre design doit résoudre. À chaque fois que vous faites un design, même si c'est quelque chose de simple, même si c'est pour une entreprise locale de charpente qui a besoin de communiquer, etc., elle a toujours un problème en fait, que ses utilisateurs ont, que les potentiels clients ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Et ça passe par une communication et par votre design en fait. Donc il faut bien définir ce problème au tout début. Et après, on imagine des solutions, un site web, une application, qu'est-ce qu'on va y mettre, etc. On prototype, ça je vais vous montrer après, et on teste. Et surtout, on teste avant de lancer. Il y a beaucoup de boîtes encore qui aiment bien pousser très vite les choses en ligne ou imprimer, etc. Et puis on n'a pas testé, et puis là, badaboum, ça a plu. Là.
Donc, pour bien connaître ces utilisateurs, il y a deux méthodes, la partie quantitative et qualitative. Je vais parler plutôt de la qualitative, là, c'est ce qu'on va voir après. Donc, il y a une méthodologie qui s'appelle les personas et aussi l'empathie map. Il y en a d'autres encore, et je vais en parler un peu plus après, je vais vous montrer des exemples. Là, c'est ce qu'on appelle le persona, en fait. C'est ça qui nous permet de bien connaître notre cible utilisateur. Donc, la cible, c'est ce qu'on trouve en marketing. Des fois, vous bossez avec une équipe en marketing qui vous dit « j'ai ma cible, elle est comme ça ». Donc, on connaît la cible, mais maintenant, c'est vraiment se mettre à la place de la cible. Qui est mon utilisateur? C'est ça le but du persona. Et on prend un personnage fictif qui représente cette cible-là. Et pour nous, en tant que designer, ça va nous aider à designer le produit derrière. Parce que selon le type de personne, si c'est une personne qui est plus ou moins à l'aise avec le digital, on ne va pas designer pareil, quoi. Il peut y avoir des questions aussi d'accessibilité, des fois. Des personnes, on sait que c'est des personnes qui ont des questions handicap, etc. Donc le design va être différent. Et aussi, tout à l'heure, par exemple, si c'est un public plus jeune ou plus âgé, les codes couleurs ne vont pas être les mêmes, etc. Un autre outil qu'on utilise beaucoup aussi, c'est l'empathie map. Enfin, carte d'empathie, je vais essayer de parler en français, c'est mieux. Et du coup, là, pareil, on essaye de voir qu'est-ce que ressent, entend, qu'est-ce que fait la personne, en fait, avant d'aller utiliser votre produit, en fait, ou votre design. Et voir s'il y a des points de difficulté et des points de bénéfices que veut lui apporter le service ou le design ou le produit que vous proposez. Donc ça reste très théorique comme ça. Mais en fait, vu qu'on le fait en atelier, une fois qu'on en a fait un ou deux en atelier, c'est très ludique et ça va assez vite. Et en fait, c'est hyper pratique après pour travailler avec le client. Donc là, on définit le problème, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'était l'exemple d'Élodie. En fait, elle cherche un emploi ou une annonce de job. Donc on donne un nom à la personne. C'est vraiment de faire comme si c'était une personne réelle. Donc Élodie, elle a besoin de changer de travail parce qu'elle veut plus de responsabilités, par exemple. Là, c'est la cible numéro 1 qu'on a pour ce site-là. Mais derrière, on peut avoir une cible numéro 2, un persona numéro 2. Kevin a besoin de changer de travail parce qu'il veut gagner plus. Et des fois, on identifie des cibles en faisant des ateliers qu'on n'avait pas imaginés. Par exemple, Justine a besoin de se renseigner parce qu'elle veut déménager. Donc elle veut juste voir s'il y a des annonces de job dans la ville où elle va aller. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément identifiées en amont. Et ça, c'est des cibles sur lesquelles votre mise en page, elle doit pouvoir répondre, voilà, tout simplement avec du contenu adapté ou un design adapté. On fait aussi des parcours utilisateurs. Ça, je vais vous montrer après des exemples aussi. C'est que là, on prend vraiment, on va prendre 2, 3, 4 personnes et on les fait utiliser un design existant. Si par exemple, c'est une refonte de site, on fait un site qui existe déjà et on décide de refaire son design pour X ou Y raison. On demande à des gens de l'utiliser, on regarde comment l'utiliser et on regarde où ils bloquent en fait. Et des fois, ils ont des points de friction qui sont bêtes et méchants. Moi, je vois souvent les questions de cookies. Par exemple, vous savez, les petits cookies qui apparaissent au début de l'écran, là, on clique OK sans regarder. Et souvent, il est mal géré sur mobile. Et du coup, il prend la moitié de l'écran. Et il y a des gens tout de suite que ça va bloquer, ils ne vont même pas aller plus loin sur le site. On le voit à l'usage. Ou alors, ça va les énerver parce qu'il faut accepter le cookies. Après, il y a une promotion qui s'affiche, il faut la fermer, etc. Ils ont 2-3 trucs qui s'affichent tout de suite. Merci, au revoir, votre site. Ils ne vont pas rester dessus. Et ça, c'est des choses qui ne sont même pas de la responsabilité du designer à la base. C'est des choses qui viennent en plus, les cookies, les machins, etc. Mais c'est notre rôle aussi de faire attention à ça, à l'expérience, en fait. Et là-dessus, on identifie donc les points qui freinent. On dit, là, à telle étape, ce qui est en bleu, c'est les étapes. Et après, ce qui est en dessous, ça va être les points qu'on a notés, les points freinants ou négatifs, positifs. Et on met un petit smiley pour dire si ça se passe bien, l'expérience ou pas, quoi. Donc après, pour imaginer des solutions, en fait, on utilise des outils de brainstorming. On se met à table, pareil, on réfléchit à plusieurs sur des idées. Ça, je vais pas parler plus de ça, il y a pas mal de techniques. Donc ce que je disais tout à l'heure, seul on va plus vite, en effet, on peut designer vite quand on est seul, mais par contre, on va pas plus loin. C'est que le produit qu'on va sortir ou le design, il n'est pas forcément durable suite à ça. Parce que quand on est seul, on est focalisé, on a la tête dans le guidon, et là, on peut vite se casser la figure. Donc pour prototyper, là c'est l'étape suivante. Donc je sais souvent en termes de design, on a envie tout de suite de dessiner la chose, en fait,
de prendre son logiciel, son crayon, etc., et de commencer à maqueter sa maquette finale, etc. Mais des fois, ça ne sert à rien d'aller trop vite, trop loin, en fait. Il faut d'abord être sûr de la base sur laquelle on va designer, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord des petits croquis, un peu comme on a vu des artistes plasticiens qui vont le faire, des grands architectes, Jean Nouvel, choses comme ça, qui vont faire un petit rough rapide. Nous, c'est pareil, on va faire des petits croquis rapides, des idées qu'on a, et avec le client et des utilisateurs potentiels. On fait ça en atelier, quoi, idéalement. On prépare d'abord en amont des petits croquis, etc. Et après, avec les utilisateurs, on travaille avec eux pour avoir leurs idées là-dessus, quoi. Donc ensuite, il y a une partie en fait où là, on va essayer de bien comprendre l'architecture globale, parce que sur un site web ou sur une application, il y a plein de pages. En fait, au début, c'est assez simple, on met 2-3 pages, puis au final, ça avance, et puis on finit avec 1200 pages sur son site, quoi. Donc c'est important de bien savoir où se positionne chaque élément, les fonctions principales, en fait. Et ça permet après d'être sûr, sur sa page d'accueil, par exemple, de savoir quelle fonction je dois afficher, donc quelle fonction je dois designer ensuite, quoi. Et là, on voit les outils pour faire du prototype. Sud-gauche, c'est des fois j'imprime des pages avec des écrans vides, de téléphone vide, en fait, tout simplement. Et on design on dessine au crayon gris. Des fois, je prédessine au crayon gris, puis je dis aux personnes s'ils ont des idées, on discute, etc. Ah oui, attends, on efface, on fait ça, je leur donne la main. Comme ça, on implique l'utilisateur. Parce que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir être impliqué dans un projet, et là on les implique, et du coup après c'est plus facile, parce que sur tout le long du projet, ils vous accompagnent. Parce que des fois, il y a des clients en fait, qui ne vont pas vous suivre, même si c'est eux qui ont payé, en fait, et du coup ça va être plus compliqué à réaliser le projet. Donc là, l'idée c'est vraiment de les impliquer. Donc du papier crayon à gauche, en haut à gauche, là, et à droite, il y a des outils que je vais vous montrer après. Il y en a un qui s'appelle Miro, pour faire ce qu'on appelle, nous, dans le métier, des wireframes. Donc, c'est ces espèces de croquis basiques, en fait, de chaque écran. Et les logiciels utilisés, on les voit en bas. Ça peut être aussi Adobe XD, Figma, Sketch, InVision, de moins en moins. Je crois qu'ils ont un peu bifurqué. Tout simplement. Ah oui, là-dessus, une petite remarque importante aussi. Quand on pense à l'UX et au design derrière, souvent, en tant que designer digital, je parle, on a tendance à commencer nos maquettes sur des écrans taille normale, écran taille PC, vous voyez, taille comme ici, quoi. Mais en réalité, maintenant, si vous regardez tout ce qui est statistique, les gens utilisent principalement les smartphones. Donc en fait, selon les clients qu'on a, mais maintenant c'est la plupart, on design directement en fait sur une taille d'écran smartphone. Et qui peut le moins, peut le plus. Donc en fait, une fois qu'on a designé en petite taille les choses, entre guillemets, dans un espace réduit, c'est beaucoup plus facile après de la porter sur une taille de design plus grande, quoi. Donc, et ça, des fois, c'est un peu perturbant pour le client, parce que lui, il est habitué en fait à voir, lui, il a un écran de bureau, il est habitué à voir ses maquettes sur son bureau, mais en fait, il faut dire attention, je design pas pour le client, je design pour le client du client, en fait. Et ça, c'est pas la même chose, donc pour l'utilisateur final. C'est pas toujours facile à faire entendre, mais en faisant un peu de pédagogie sur l'UX, ils le comprennent bien, et du coup, après, on arrive à avancer dans le bon sens. Hop. Et après, du coup, il y a une partie liée au test, tout simplement. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a des méthodes, etc. Hop. Mais juste quand on fait des tests assez qualitatifs, en fait, des fois avec peu d'utilisateurs, si on fait des tests, on est vraiment derrière l'utilisateur qui teste, on regarde par-dessus son épaule, entre guillemets. Avec 5 utilisateurs, on arrive à déduire 85% des problèmes. Ce que je remarque à peu près aussi, hein, franchement, là-dessus. Hop. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai fait beaucoup trop de slides, donc je vais accélérer. Donc il y a une partie qui est liée plus aux techniques en entreprise, sur les méthodologies. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est plus théorique, c'est moins sur le design. Je vous donne juste les noms. Les méthodes agiles, le Lean Startup, le Design Sprint. C'est des choses qu'on peut utiliser selon le besoin de l'entreprise, en fait. Dans toutes les entreprises du digital, souvent, elles appliquent les méthodologies agiles. Enfin, du moins, elles essayent, mais ce n'est pas toujours évident. Hop, on va accélérer. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Et juste, ah oui, je vais juste vous montrer quand même
comment ça marche concrètement au quotidien sur mon logiciel, sur la partie UX. Est-ce que je vais réussir à zoomer? Pardon, juste un instant. Je vais dézoomer un peu d'abord. Voilà, hop. Là, je dézoome. On voit rien, mais c'est volontaire. C'est juste pour vous montrer globalement. L'outil qui s'appelle Miro, là, en fait, c'est une sorte d'outil. On peut tout faire avec, mais de façon basique. On définit pas mal de choses avec le client. Ce qu'on appelle la roadmap, c'est un peu le planning, en fait. L'architecture, c'est plus technique. Et après, ici, on voit un tableau coloré, en fait, où on met toutes les fonctions de l'application. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une fonction de paiement? Est-ce qu'il y a une fonction de connexion? Toutes les différentes fonctions qu'il peut y avoir, en fait. Et on définit avec le client pour être sûr qu'on a bien compris qu'on est bien d'accord sur comment fonctionne chaque fonction, en fait, tout simplement. Et après, du coup, on peut faire ce que j'évoquais tout à l'heure, rentrer en empathie, c'est-à-dire définir nos personas, nos cibles en fait utilisateurs. Ici, par exemple, je vais vous montrer une. Hop. Pardon, pas habitué avec le trackpad. Donc, exemple concret, en fait. Vous voyez, c'est à base de post-it, en fait. Donc, on le fait en atelier aussi physique avec des post-it, etc. Ou avec l'outil numérique, comme ici. Et on essaye de bien voir, en fait, la personne, la partie gauche, qui elle est. Voilà, Anne-Marie, 67 ans, retraitée, etc. Joviale, intérêt. Et à droite, il y a une partie liée, en fait, aux raisons d'avoir recours à l'outil. Là, c'est pour des outils d'application de sécurité, quoi. De sécurité pour appeler un agent de sécurité, par exemple. Et du coup, on essaie de définir pourquoi elle aura besoin de ça, pourquoi elle aura besoin d'appeler un agent de sécurité, et pourquoi elle aura besoin d'appeler l'agent de sécurité du client, la partie droite ici. Et aussi ses compétences, et souvent on prend le niveau informatique, vu qu'on est dans le digital quand même, savoir à peu près le niveau qu'on peut estimer, ça peut être compliqué ou pas pour certaines personnes. Et du coup, on définit voilà, nos différents personas. Et après, ça va nous aider dans le design, parce qu'à chaque fois qu'on va avancer, l'arborescence, je vais la passer, mais en gros, à chaque fois qu'on va avancer sur les étapes de maquettage, donc là, c'est du schématique, c'est du prototype, on passe du wireframe, on se met à la place de la personne qu'on a vue tout à l'heure. Alors, si c'était Marie tout à l'heure, Marie, si elle s'inscrit sur l'application, elle va passer par ces différents écrans. Mais est-ce qu'elle va bien comprendre ces différents écrans? Est-ce que le vocabulaire est adapté? Est-ce que l'emplacement des boutons va correspondre, etc., etc. Donc l'avantage, c'est qu'on se met dans la tête, dans la peau du personnage, quoi. Et après, idéalement, on fait des ateliers avec ce type de personnes, quoi. Et donc les wireframes, là, c'est ce qu'on voit, c'est pour, en gros, montrer au client, avant de designer la maquette finale, montrer ces schémas-là, en fait, qui sont classés par type d'action. Là, il y a la partie inscription en premier. Ce qu'on appelle l'onboarding dans le métier, c'est quand la première fois que vous arrivez sur l'application, souvent, il y a des petites aides, des petites coches qui disent « Ah, ici, faites ça, ici, faites ça ». Et après, par exemple, c'est comment commander quelque chose, voilà, tout simplement. Il y a un produit, un service à commander. Ben, voilà, on fait toutes les étapes. Et on montre des exemples un peu graphiques au client, lui dire bah, ça pourrait être comme ça pourrait être comme ci. Donc pour l'instant, on n'a fait que de l'UX, on n'a fait aucun design graphique en fait, quoi. On a fait que de la réflexion autour du design, quoi. Mais il ne faut pas oublier une chose, que souvent on nous dit, moi quand j'essaie d'expliquer mon métier, des fois, je dis bon, je dis souvent je suis graphiste parce que si je dis UX, UI, c'est pas la peine, je perds tout le monde. Et du coup, les gens ils me disent ah ouais d'accord, tu dessines toute la journée en gros, quoi. Ils pensent que je suis illustrateur en fait. Mais non, c'est pas ça que je fais, quoi. C'est vraiment c'est du design, mais c'est pas du dessin en fait. Et du coup, je suis obligé de leur expliquer parce que en anglais, tout design, c'est concevoir en fait. C'est pas dessiner, quoi. Et ça, souvent, on fait des approximations en français-anglais. Et donc nous, notre métier, c'est vraiment de la conception à la base. On conçoit les choses. Et après, oui, on met une couche graphique dessus, avec le graphisme, qui est lui pour nous, en termes de digital. Mais il faut faire attention à ça. Donc voilà, je ne fais pas des dessins, je ne suis pas illustrateur, j'aurais bien aimé, mais chacun ses talents.
Et du coup, moi, je suis à la partie conception. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'est vraiment la réflexion sur la conception, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on peut attaquer vraiment la partie plus graphique qui est liée à l'UI. Je vais vous montrer ça. Je regarde le temps aussi en même temps. Hop. Hop, c'est bon. Donc l'UI design, donc là c'est le user interface en anglais. Ouais, toujours pareil, c'est que des noms anglais, désolé, mais ça vient de là-bas. Et du coup, là, on va vraiment se focaliser sur l'interface que l'utilisateur utilise tout simplement. Il y a une petite évolution, c'est qu'on parle beaucoup de web design, qui est le mot le plus connu en fait, mais qui évolue vers la notion du UI design, parce qu'on centre de plus en plus le design sur l'utilisateur. Avant, on faisait notre design, surtout dans le web, par rapport à la commande client, donc le prestataire qui vous demande de dessiner son site, designer, pardon. Et maintenant, on se rapproche vraiment de plus en plus du client final. On fait très attention à ça, avec tout le process du X qu'on a vu juste avant. Donc là, on va attaquer la partie qui est plus visuelle, graphique. Mais avant, il y a quand même quelques bases à comprendre en fait, sur les principes théoriques. Il y a toujours un peu de théorie avant. C'est vrai que quand on est en cours, on a envie d'attaquer design tout de suite, mais ça fait pas de mal d'avoir un peu de théorie avant pour comprendre ce qu'on fait en fait. Et donc ici, il y a trois grands principes. Donc perceptif, cognitif et moteur. Donc ce qu'on appelle perceptif, c'est quand on voit l'objet, tout simplement. Je vois au fond un objet, et après il y a le cognitif, on reconnaît, on voit que c'est une porte, et après il y a l'aspect moteur, je l'ouvre en fait. Et ça, il y a les mêmes étapes dans le digital en fait. Le fait de reconnaître un bouton, de se dire ok, c'est un bouton qui me dit qu'il va faire telle action, enregistrer par exemple, donc je me dis ok, j'appuie. Et si on n'a pas tout ce schéma-là en tête, en fait, des fois on peut se tromper dans notre façon de designer les choses, quoi. Donc, après, je vais pas faire un long cours de théorie là-dessus, parce que on peut aller très loin. Mais juste pour vous dire, faire attention aux principes perceptifs, parce que des fois, le cerveau nous joue des tours dans la façon dont on fait notre cerveau, en fait, et on peut se faire avoir. D'ailleurs, je vais peut-être demander à quelqu'un si on peut nous aider. Quelqu'un dans l'assistance. Hop là. Qu'est-ce que vous voyez ici en face sur l'écran là ? Un triangle et 3 ronds ? Oui, tout à fait. C'est ce que notre cerveau nous indique. On voit un triangle et 3 ronds, en fait. Mais en fait, c'est plutôt 3 Pac-Man tout seul qui se baladent comme ça. Mais notre cerveau, il voit un triangle, clairement. Notre cerveau, voilà. Parce que notre cerveau, il va prendre le contexte global. Il va voir tout ça. Au lieu d'aller chercher le détail, etc., d'abord, il analyse le contexte global, parce que c'est plus rapide. Et il identifie une forme. Et après, il va vérifier si cette forme est dangereuse ou pas. Bon, ça, c'était quand il était l'homme de Cro-Magnon. Mais globalement, maintenant, il veut quand même savoir à quoi il a affaire. Donc ici, on a 3 Pac-Man, c'est pas dangereux. Mais il n'y a pas de triangle d'un point de vue existentiel, on va dire. Donc tous ces points-là, c'est des points en fait que souvent, nous en tant que designers, on les ressent. Après, on arrive à le savoir parce qu'on a eu des cours là-dessus ou on a lu des bouquins, etc. Et on comprend après. Et troisième étape, c'est de l'expliquer à ses clients pour pas que les utilisateurs soient gênés justement quand on fait un design et que ça pose des problèmes derrière de non-compréhension en fait de certaines pages ou certaines. Bon, je ne vais pas aller vous parler des principes théoriques de la Gestalt, c'est super intéressant, mais je vous invite à acheter des livres là-dessus ou écouter un professeur. Hop. Je garde un principe quand même qui est important à savoir. Mémoire à court terme, mémoire à long terme. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, globalement, le cerveau, en fait, il veut aller au plus vite. Ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Votre cerveau ne veut pas faire trop d'efforts parce que ça consomme des calories. Et si on consomme des calories, on prend des risques, parce qu'après, si on n'a pas à manger derrière, c'est vraiment biologique. En fait, le cerveau, il a besoin d'avoir toujours les calories, en fait. Donc, il préfère utiliser d'abord des choses rapides. Donc, il va utiliser la mémoire à court terme, il va voir un design, il ne va pas trop réfléchir, ok, c'est ça, j'y vais.
Et si le design est trop compliqué, il va devoir actionner la mémoire à long terme. Là, ça consomme des calories, et là, il n'aime pas ça. Donc votre cerveau va assimiler un design compliqué à quelque chose sur lequel il n'a pas envie d'y retourner, quoi. Donc il faut être méfiant avec ça. Donc un design, il faut qu'il soit, surtout en termes d'application, qu'il soit fluide et facile à utiliser, quoi. Sinon, le cerveau n'a pas envie d'y revenir. Donc oui, il y a des phrases comme ça, reconnaître plutôt que se souvenir, en fait. Si on se souvient, ça demande la mémoire à long terme. Le cerveau n'aime pas ça. Par contre, si on reconnaît rapidement, là, le cerveau, en fait, il va tout de suite y aller. Typiquement, c'est des conventions comme des formes de boutons. Si on fait un bouton qui est rectangulaire, on comprend que c'est un bouton sur un site web. Mais si on le faisait comme un cercle arrondi, le cerveau aura un doute. Et s'il a un doute, tout de suite, il va se mettre à réfléchir un peu plus. Et hop, il ne va pas y aller. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut être attentif en tant que designer. Bon, là, il y a des choses plus pratiques, je ne peux pas m'attarder. Hop. Ah, il y a un petit cas pratique. Ici, on a un formulaire. Donc là, quand on arrive dessus rapidement, c'est un formulaire classique, nom, prénom, voilà. J'ai mis quoi ? Annuler, valider. On rentre comme un formulaire d'inscription sur n'importe quel site web ou application. Et en fait, tout de suite, il y a des points qui pourraient être améliorés là-dessus. Point basique. Je vais peut-être demander devant s'il y en a qui ont des idées encore. Hop. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées qui pourraient être améliorées ? Il faut que j'accélère, ouais. Ça marche. Non, pas d'idée ? Ouais. Moi, je validerais plutôt le bouton de gauche. Parce qu'il est en premier. Ouais, c'est aussi, ça peut être un des points, en effet. Il y a le sens de lecture, en effet. Il y a le sens de lecture qui peut bloquer. On pourrait lire le bouton annuler en premier. C'est ce qui va se passer. On va lire le bouton annuler en premier avant valider. Mais pour contrer ça, on va dire, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler le poids visuel. On va donner plus de poids, de contraste au bouton valider, en fait, à droite. Comme ça, on est sûr que l'œil va directement aller chercher cette information en premier. Du coup, l'œil va être rassuré, le cerveau va être rassuré, il va se dire « Ah, ok, c'est là que je dois aller ». Et du coup, à partir de là, en fait, on va simplifier la réflexion et l'usage va être plus fluide de l'application, en fait, ou de l'outil. Et je vais vous montrer un dernier cas concret, et après, on pourra passer aux questions, je pense. Ouais, ça va être ça. Voilà le genre de choses aussi, par exemple, des clients qui m'appellent, ils me disent oh, il y a une application, ça ne marche pas, les clients ne sont pas contents, etc. Alors que souvent, c'est des choses bêtes et méchantes. Nous, en tant que designer, on le voit tout de suite, en fait. Mais du coup, ils nous appellent et on est content de travailler là-dessus. Là, c'est une vraie application, ça s'appelle Pay by Phone. C'est pour quand on est en ville et au parc-mètre, ça remplace le parc-mètre, on paye avec son téléphone. Donc là, il y a des choses en fait qui ne vont pas là-dessus aussi. Est-ce que certaines personnes auraient des idées pour améliorer là ? Ceux qui sont devant plutôt, parce que je peux peut-être aller au fond. Non, pas d'idée ? Non, mince, ça ne voit plus l'écran. Ah, si vous pouvez remettre sur l'écran, s'il vous plaît, sur le... Ouais. Il n'y a pas des trucs ? Ouais, dis-moi. La taille du texte. Sur le texte du milieu, en effet, ça peut être un problème. Je vais vous montrer les autres. C'est vrai que la définition sur vidéo proche, c'est pas pareil, mais il y a plusieurs points en fait. On voit le texte, il y avait sa taille, mais surtout en fait son contraste qui n'était pas très bon, celui de gauche, et on ne comprenait pas pourquoi en fait il y avait écrit stationnement gratuit, alors que c'est une application, normalement on paye son stationnement, quoi. On se dit c'est bizarre, normalement on doit payer, et pourquoi il est gratuit, etc. Donc déjà dans le bloc du bas, on explique, à l'époque c'était à cause du Covid, voilà, que le stationnement était gratuit, mais c'était pas clair en fait. Donc on ajoute une image et puis un premier niveau de titre. Et surtout la partie haute, en fait, le logo il était devenu quasiment illisible en fait, parce qu'il y avait un dégradé clair, donc le contraste était mauvais. Et en plus en termes d'accessibilité, c'est encore très mauvais ça. Mais du coup là, on remet un fond blanc derrière le logo pour que ce soit plus lisible. On améliore aussi le contraste derrière la zone de recherche, qui était où il y a la loupe. Et déjà, tout de suite, en fait, on a quelque chose de plus facile à utiliser. Surtout en mobile, il ne faut pas oublier le contexte. Là, on est en train de payer son parc-mètre, on est pressé, on est dehors, en extérieur. Donc, il y a des reflets sur le téléphone. Le téléphone, souvent, il a plein de traces de doigts. Et en plus, il est cassé, souvent, l'écran. Donc, il faut vraiment avoir un truc simple, lisible et efficace. Donc, jamais oublier le contexte. On pense à son persona. Marie qui utilise son téléphone, elle est dehors sous la pluie, il faut qu'elle se dépêche, elle n'a pas envie de
d'avoir quelque chose de compliqué à comprendre, ok ? Surtout en mobile. Donc voilà les cas d'usage concrets derrière sur la partie UI. Et puis après, je vous montre vite fait les outils, puis on va passer aux questions. Ça, j'en ai parlé. XD, Figma, Sketch, les outils. C'est principalement XD et Figma en Europe. Et après, il y a des outils aussi d'inspiration. On va chercher des idées, des choses qui sont intéressantes. Behance, Dribbble, Pinterest. Et un outil UX super important, sur les stores, il y a les commentaires des gens. Sur une application, c'est hyper pratique. Voir si une application elle fonctionne bien ou pas, qu'est-ce qui bug. Et des fois, on se rend compte des bugs d'expérience qui ne sont pas liés au design forcément. Donc ça, c'est hyper pratique. Et derrière, une Bible pour vous coucher ce soir. Pour les designers, en tout cas en UI, n'hésitez pas à lire Material Design, c'est la Bible de Google, c'est en ligne. Et puis il y a Human Interface Guidelines pour Apple. Et puis surtout votre libraire local, où il y a souvent plein de bons livres sur le design. Ici, ça doit être Ravi, je pense, ou équivalent, je ne sais plus qui y a. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas pour vous compléter vos connaissances en design. Et ouais, il y a d'autres outils, ça, je ne peux pas forcément en parler, des heatmaps, choses comme ça, c'est plus technique. Hop. On est bon sur le timing, ça ouais. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Et vous êtes nombreux d'ailleurs. Et merci. Et je pense que du coup, on va passer aux... On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, c'est bon. J'avais juste une petite question pour comment l'UX, UI design d'une application locale. Vous prenez à peu près combien de temps à réaliser en entier comment l'UX et l'UI design de cette application ? Ça dépend vraiment du type d'application et du type de client, le budget qu'ils ont, etc. Mais globalement, je dois passer peut-être, comment expliquer ça ? Peut-être 30% ou plus que ça du temps sur la partie UX en amont. Et on va dire après 60% sur la partie UI, le design final, etc., les maquettes. Et après, il y a 10%, c'est la partie test, ce qu'on appelle recette dans le métier, c'est on teste les choses et on retravaille, tu vois, avant de livrer. Et en termes de temps jour, on parle en temps journée, c'est difficile à dire, ça dépend des projets. En général, on va pas jusqu'au bout on design pas tout en fait. Sur une application métier, on va designer les écrans principaux. Imaginons il y a une dizaine d'écrans. Je sais pas, on va passer 2-3 jours d'UX et puis après 5-6 jours d'UI, quoi. Par exemple, quoi. C'est OK ? Okay. Bonjour. Je voulais savoir comment vous choisissiez vos personas. Est-ce que c'était purement virtuel, c'est-à-dire que vous imaginiez un persona, ou est-ce que c'était des vrais gens ? Non, en fait, on se base sur les retours du client. Il nous donne des exemples qui sont des vrais gens. Et après, avec ces vrais gens, on en fait une personne qui n'existe pas. C'est parce que pour les ateliers, des fois, ces gens-là sont là. C'est-à-dire que si l'autre jour, j'ai eu le cas, il y a un personnage que j'avais appelé, je sais plus, j'avais appelé Sophie. Et puis la personne, parce qu'elle correspondait, il l'a appeler comme ça, elle regroupe ce type de personnes. C'était, je ne sais plus, c'était famille monoparentale qui vit dans tel type de logement, etc. C'était pour du logement. Et du coup, on va faire les ateliers. Et là, elle me dit, il y a vraiment une personne qui s'appelle Sophie. Donc on renomme le persona avec un faux nom, en fait, quoi. Et mais c'est qu'on avait bien ciblé. Mais non, on se base par rapport à l'équipe marketing, ce qu'elle nous dit, le retour des gens qui sont sur le terrain, souvent. Là, j'avais une application mobile dans le domaine du HLM. On a demandé aux gardiens des HLM, en fait, aux gens sur place, quel retour ils avaient, quel type de personnes habitaient dans les logements, etc. Puis avec les statistiques qu'ils avaient. Après, on imagine un persona et on confronte aux personnes réelles, quoi, en tant que, si possible, quoi. Comment ? C'est un mélange au final, un petit peu. Ouais. D'autres questions ? Oui, pardon. Oui, alors moi je voulais savoir si d'après votre expérience en entreprise,
il était possible de séparer l'UX de l'UI design, donc une personne qui s'occupe de l'UI et l'autre de l'UX, ou alors il était préférable de savoir faire les deux? Ouais, c'est une très bonne question d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'avant, l'UX en plus n'était pas trop utilisé. Et ce que je vois maintenant, globalement, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus c'est sectorisé. Et c'est difficile en effet d'avoir les deux compétences. Moi, je les ai vues avec le temps, parce que je suis un vieux. Ça fait 15-20 ans que je fais ça. Mais j'ai d'abord appris le graphisme, après l'UI, et après l'UX. Et en fait, mais c'est séparé. Il y a des boîtes, clairement, je travaille avec que des UX. Il y a des UX qui font que ça. Il y a aussi des UX researchers qui font des choses plus fondamentales, enfin de la recherche vraiment. Et les UX, ils viennent nous voir, ils nous disent comment ils voient les choses. Et nous, en tant que designer UI, bah, on maquette derrière. Donc ouais, idéalement, il faut mieux que ce soit séparé. Mais si tu arrives à avoir les compétences des deux, c'est encore mieux pour le marché du travail, pour l'entreprise, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On remercie Gilda Renaud pour son Merci intervention. à vous. Merci beaucoup. Vous ne bougez pas. On va attendre notre prochaine intervenante. Restez assis.